En fait, moi, je Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à notre petit show. Désolé de commencer avec un peu de retard, mais merci aux Denis de nous avoir aidés pour l'installation. Ça va être un artichaut en 2 temps. D'abord des questions un peu sérieuses sur le puis un maxi quiz très soigneusement préparé. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Donc on va essayer de faire vite et on va passer directement à la première question. Un petit mot de la part d'une ou de l'autre liste. Donc je propose qu'on fasse un pierre feuille ciseaux pour commencer. Bonjour à tous. Bonsoir Camille. Merci à vous d'être aussi nombreux. On voit que voilà, c'est super gentil d'être venu et merci à ceux aussi qui regardent sur YouTube. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on est la liste des Martiens, la liste Bienvenue sur Mars, et on est ravis de faire cette semaine de campagne pour que vous profitiez un maximum. Sinon, en liste, c'est vrai qu'on est un peu une liste du dernier moment. Enfin, certains diront on s'est repris une semaine à l'avance, mais ce qui est vrai, c'est que on est tous rassemblés par cette motivation. Puisque pour avoir listé en une semaine, on a dû être hyper motivés pour préparer tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que, à titre personnel, cette motivation, elle est vraiment liée au fait que le BDA peut vraiment rassembler les gens. Depuis le début de l'année, le BDA, c'est un événement, le BDA, c'est une association qui réunit des gens hyper différents. Enfin, on pense aux soirées créa, mais aussi au concert. Et au concert BDA, et même aussi au week-end BDA de début d'année. Et tous ces moments, c'est des moments où on a pu parler avec des personnes différentes. Et c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment continuer et accentuer pour que le BDA soit vraiment un lieu d'échange et un lieu de partage. Parce que c'est vrai que l'art, la musique, la peinture, le dessin, ce sont des manières de s'exprimer, de vraiment découvrir l'autre. Donc on est vraiment ravis aujourd'hui d'être là devant vous pour vous présenter nos motivations, pour vous dire pourquoi on liste. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Mais en tout cas, le maître mot de cette liste, c'est rassembler, partager et aussi rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hector pour ce premier mot. Nous, pour le coup, on s'est peut-être pris très en avance par rapport à notre liste. On a eu un petit mois pour se préparer, 3 semaines. Au début, on ne se connaissait pas tous, mais je pense que maintenant, on se connaît assez bien. Et ce qui nous réunit, je pense que c'est un peu de l'amitié quand même. Ce qui nous a unis derrière ces campagnes BDA, je pense que c'est déjà la volonté de reprendre une nation qui était hyper dynamique depuis le début de l'année et qui nous a offert juste plein d'opportunités, que ce soit avec des sorties théâtre, des sorties à des spectacles auxquels on ne serait peut-être jamais allé sinon. Et puis des semaines de parrainage, des soirées créa inoubliables. Donc on a très vite été motivés pour essayer de reprendre. Et voilà, peut-être que ce qui nous rassemble un peu, c'est la motivation, le dynamisme. Et notre maître mot, vous verrez si vous avez vu notre bandeau, c'est voyage, parce qu'on a envie de vous faire voyager grâce à l'art dans de nouveaux horizons. Maintenant, c'est les bilans financiers. On a demandé aux 2 listes de présenter ce qu'elles voulaient présenter, donc notamment le prévisionnel et ce qui a été présenté. Et on va commencer par Arlequin. Je sais pas si on voit très bien le contraste. Du coup, sur la gauche, on a le bilan prévisionnel, donc le budget qu'on avait alloué au départ. Donc on s'était dit dès le départ 300 € pour la nourriture. Et ensuite on a la dépense annexe donc pour la communication de la peinture et les stickers. On a pris des stickers de très bonne qualité, donc ça fait quand même 128 €, donc c'est un montant assez important. Et un petit peu matériel, ça va pour les soirées créa. Et donc on avait une marge de 90 € pour les imprévus et autres choses qu'on allait dépenser. Et en fait, du coup, on a eu effectivement des imprévus, puisque on avait oublié, avec une petite erreur d'Excel, de prendre en compte un ingrédient très important pour notre banque. Et
Et donc au final, ce qui est le surplus est tout allé dans la nourriture, donc pour assurer ça. Donc au final, on a une répartition environ 65% dans la nourriture, 30% dans la com et un petit peu pour le matériel. On a beaucoup fait de choses fait main, on a fait du carton, plein de choses, donc c'est monté très sobre. Et on va. Est-ce qu'on parle maintenant du bilan pour l'année ou est-ce qu'on va après? Ouais, ok, donc. Ouais. Donc, j'ai pas mal épluché les comptes du PDA des années précédentes et aussi avec les documents d'intersection pour voir un petit peu où on était financièrement et vis-à-vis des partenariats, si on pouvait se détacher ou pas de la banque. Donc, quand on regarde les dépenses nettes du PDA, au niveau des clubs PDA, on est à peu près 1 000 € sur l'année, et pour les pôles, on envisage, c'est 1 500 actuellement, peut-être monter à 2 000. Donc si on ne prend pas en compte les partenariats, en tout dans ce qu'on envisage de faire, on a un déficit de 2 500 € net sur l'année. Et donc l'objectif du mandat, c'est de venir justement faire un partenariat. Un amphi suffirait à maintenir le bilan total net sur l'année. Donc voilà, c'est l'objectif du mandat. Donc, faire une rupture avec la banque et assurer un amphi pour juste rester à flot sur l'année. Voilà, il y aura peut-être si vous avez des questions, on pourra détailler un petit peu, c'est quelque chose quand même, mais voilà, merci. Là, vous entendez. Ok. Du coup, nous pour le budget, en fait c'est assez simple. On a mis la moitié dans la bouffe, on a mis un peu plus d'un tiers dans la soirée créa parce que ça va vraiment être une soirée créa de zinzin. Et ensuite le reste pour déco plus polo. Sachant que les polos, petit inconvénient, on n'a pas réussi à en trouver un prix parce qu'on était un peu tard. Donc on les a achetés, donc ça fait dépasser notre budget et on les paiera nous-mêmes. Voilà. Pour le bilan carbone, voilà, avec l'aide de RL notamment, on a pu faire fonctionner assez proprement. Donc la majorité c'est de la nourriture. Je ne sais pas si je vais dire forcément les pâtes, vous n'aurez pas à dire, ça ne va pas vous spoil, mais il y a des matières grasses qui ont fait monter pas mal de bilan carbone, les œufs aussi, même si on va faire des crêpes végé. Donc au total on a 220 kg de CO2. Voilà, donc on a... C'est pas c'est correct. Ah oui, pardon. Oui, du coup, les t-shirts, c'est des t-shirts qu'on a fait qu'on a et qu'on a peint nous-mêmes. Du coup, au final, ça contribue très peu au bilan carbone, c'est 7 kilos. Du coup, les t-shirts, c'est des t-shirts de seconde main. On a peint nous-mêmes et du coup, ça contribue très peu, c'est 5 kilos CO2 par t-shirt en fait. Voilà, vraiment la nourriture qui fait le plus. Bon, du coup, nous, en fait, le bilan carbone, c'est à peu près le même que pour les autres. En gros, beaucoup dans la nourriture et dans les biens. En gros, la partie violette, c'est la soirée créative et la partie bleue, ce sont les polos. C'est vraiment ce qui consomme le plus. On arrive à un total de 200 kg de CO2. Merci beaucoup à RL, sans qui j'aurais pas pu faire ce bilan carbone. Voilà. Comme l'a dit Euclède, c'est vrai que les polos, c'est des polos qu'on a achetés, et donc qui ne sont pas de seconde main. Donc c'est vrai que là-dessus, on aurait peut-être pu progresser, mais on a épluché, enfin Gabriel a épluché toutes les friperies
du quartier et on n'a pas trouvé. Donc voilà, c'était vraiment en dernier recours. Et peut-être pour ajouter au niveau de la nourriture, ça pourrait paraître faible, c'est parce qu'on utilise les invendus de boulangerie et aussi des primeurs du quartier. Donc en fait, on n'a pas compté ça dans le bilan carbone puisqu'on constate que c'est les invendus. Mais si on les compte, effectivement, on doit monter à environ 200 kg de CO2 en tout. Mais voilà, encore une fois, c'est le fait que ce sont des invendus, notamment sur les légumes, c'est ce qui ne peut plus être vendu. Sur la boulangerie, c'est du pain qui, encore une fois, est plus vendable, et en tout cas, il devrait vendre à un prix très faible. Donc on a considéré qu'il y a une forme de démarche plutôt responsable, et voilà, pour éviter vraiment le gâchis alimentaire. Pour les achats en magasin, on les a maximisés. On a commandé quelques matériels qu'on ne trouvait pas en magasin ou qui étaient beaucoup trop chers parce que de trop bonne qualité par rapport à notre budget. Mais voilà, l'objectif c'était de au plus possible faire fonctionner les commerçants du quartier ou les commerçants spécialisés, même au niveau du matériel de la soirée créative. On va passer à des questions plus ciblées en fonction de chaque rôle. Et on commence directement avec la question des présidents. Donc, c'est un cas de figure. Il est 21h, la soirée créa devrait s'installer, et Léo, la gardienne, ne vous autorise pas à descendre. Comment réagis-tu sur le moment et que fais-tu pour anticiper cela à l'avenir? Je vais laisser la parole là. Donc déjà dans un premier temps, ce que je ferais c'est essayer de savoir pour quel motif est-ce qu'on ne peut pas descendre. Donc savoir si c'est une interdiction qui va être plutôt temporaire et auquel cas on va avoir du retard. Et il faudra communiquer sur ce retard et essayer de faire l'installation au plus vite une fois que on sera arrivé au moment possible pour l'installation. Ou si c'est vraiment une interdiction qui est définitive, dans ce cas-là j'essaierai plutôt de réserver une salle, typiquement la salle AB qui serait assez grande pour pouvoir accueillir assez d'élèves et faire l'installation à l'intérieur en prévenant qu'il ne pourra pas y avoir de scène musicale, mais quand même que la soirée créa pourra tout de même avoir lieu. Et même en cas de retard, je pense que j'essaierai de communiquer au maximum avec les pôles pour essayer d'avoir le plus de monde disponible lorsqu'on pourra commencer véritablement l'installation de façon à être le plus efficace possible, pouvoir ouvrir la soirée créa directement dès que les installations purement matérielles seront terminées et ensuite finir par l'installation de la scène ouverte qui est peut-être un petit peu moins primordiale pour la plupart des élèves. Même si elle est très importante. Je pense que Astrid a déjà dit beaucoup de choses sur le principe de comprendre pourquoi l'interdiction est là, et si elle est temporaire ou de long terme. Peut-être pour revenir sur le cas du temporaire, on ferait probablement la même chose. L'idée ce serait de voir si on peut bouger ça en salle AB dans un premier temps, et sinon de la retarder d'une semaine par exemple, ou bien la bouger un vendredi soir ou un mardi, un mercredi. En fait ça dépendrait de la situation. Pour les interdictions de long terme, là c'est peut-être plus compliqué, et dans ce cas-là on pourrait imaginer de faire la soirée créa à la mine. Si on prend par exemple les salles L218, L215, on pourrait essayer de les organiser plus tôt, puisqu'on sait que la mine tient à 21h, mais ça pourrait permettre, si la FAO a été fermée comme elle l'a été l'année dernière en mai, de quand même organiser des événements BDA pour ne pas subir l'interdiction. Et s'il fait beau, on pourrait même la faire dans le jardin. Si on prend par exemple un jeudi après-midi, tous les sportifs auront certains horaires, mais si on l'organise sur un petit peu plus longtemps avec moins de staff, on peut penser qu'on pourrait quand même en fait faire une soirée d'après-midi assez sympa, qui pourrait quand même réunir toute la population. Merci. Maintenant, question presse. On imagine que le mandat se termine bientôt et on se rend compte qu'il y a un surplus d'argent sur les comptes du BDA. Qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, on va commencer par ça. Ok. En gros, si on a trop d'argent, on peut faire deux trucs. Soit on le dépense, soit on ne le dépense pas. En gros, moi ce que je proposerais, c'est plutôt qu'on le dépense, mais pour l'année d'après. L'idée, ça serait que si on a trop d'argent, on diminue les coûts des abonnements pour ceux de l'année précédente, quitte à rajouter de nouveaux abonnements, typiquement un abonnement pour le cinéma, pour payer moins cher les places au cinéma. Voilà. Si vous voulez me poser des questions, vous pouvez me poser. Oui, ou les cotisations, mais en ce moment, il n'y a pas de cotisation pour aller voir des films au cinéma. Il y a des cotisations pour les salles de musique, pour les pièces de théâtre et des trucs comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment un abonnement, genre pour aller au cinéma entre potes, quoi.
qu'il est moins cher les places, parce que ça coûte assez cher. Enfin, je sais pas qui est déjà allé au cinéma depuis le début de l'année, mais pas moi. Ah merde. Mais voilà, c'est la preuve que si jamais on diminue les coûts du cinéma, vous ferez des économies de malade. Il a bien parlé. Je vais apporter un peu de chiffres pour voir un peu à quoi. Donc il y a raison, soit on dépense, soit on ne dépense pas. Donc ce qui est possible pour les dépenses, c'est de réinvestir dans les pôles pour continuer à faire des sorties justement au cinéma via les cotisations. Parce que, c'est vrai que l'abonnement au cinéma, en fait, le truc c'est que c'est regroupé déjà à l'intérieur de BDA, donc il n'y aurait pas besoin de faire un abonnement spécifique, juste on redistribue à l'intérieur des pôles, et pas que le cinéma continue à faire théâtre, éventuellement ouvrir à des nouvelles choses, par exemple peut-être l'opéra de manière plus spécifique ou du ballet, ça pourrait être très sympathique. Après, donc, pour dépenser de l'argent, il faut avoir un surplus. Donc c'est pas forcément évident vu qu'on compte se séparer de la carte d'épargne. Donc c'est aussi un enjeu et ça peut être aussi bien de le garder ce surplus s'il y en a un pour les mandats suivants pour qu'ils aient moins de pression pour trouver des partenariats et qu'ils ont un petit match à psychologie, dire ok, il y a un petit peu de surplus donc il faut trouver des partenariats, mais voilà, c'est peut-être plus simple pour eux à gérer. Voilà. Question pour les SecGen maintenant. Suite à la fin de l'année des 3A, suite à la fin de l'année des 3A et le départ de la majorité des 2A, comment aménager les masterclass, en particulier la masterclass chant, pour les redynamiser? Ok, donc l'idée ce serait de continuer avec les tarifs S3, S4 pour encourager le maximum de personnes à rejoindre les masterclass au cours de l'année. Je pense particulièrement aux listeux qui ont plus de temps après les campagnes. Donc par exemple, Agathe nous a rejoint en masterclass dessin. Et donc ça a pu compenser à peu près le manque de 2A et de 3A qui sont partis. Donc j'ai discuté avec Arthur qui est en masterclass théâtre et Oriane qui est en masterclass chant. Et donc ils m'ont dit qu'effectivement il y avait aussi un manque, il y avait beaucoup de personnes qui ont pris le départ des 2A et des 3A. Et qu'il n'y avait pas eu de tarif S3, S4 proposé. Donc ce que je voudrais faire, c'est discuter avec les profs de théâtre et de chant pour leur demander s'ils seraient d'accord avec le budget en cours d'année et donc ainsi instaurer un tarif S3 et S4 pour permettre à plus de gens d'en profiter tout simplement. Il y a un peu de la même idée. Ce serait déjà de refaire un peu de la com auprès des premières années pour s'ils veulent rejoindre, parce que peut-être qu'ils ont loupé un peu durant l'intégration tout ce qui était par rapport au masterclass. Peut-être qu'ils ont découvert un amour pour le chant, je ne sais pas quoi. Et justement pour les attirer, ce serait de proposer des tarifs mi-semestre, comme il y a déjà pour la Salence, mais je ne pense pas qu'il y a déjà pour la négociation des DA. Enfin, je n'ai pas vu. Donc ce serait proposer ça. Et puis, si jamais il y a encore beaucoup de manque, on pensait aussi pouvoir proposer aux extérieurs de participer au masterclass pour un tarif plus élevé, mais quand même qui leur serait favorable. Ça permettrait aussi un peu d'accueillir des personnes d'autres écoles au sein de la mine et peut-être créer un peu de cohésion entre les écoles. Question au vice-presse. 2 personnes postulent comme respo d'un pôle. La première n'est allée à aucun événement du pôle, mais a fait une super candidature avec une pièce de théâtre jouée par elle-même, jouée elle-même en alexandrin, à tout hasard. La deuxième n'a raté aucun événement, mais a simplement annoncé sa candidature entre 2 cours. Qui choisit-on? Du coup, le premier point que je vois ici, c'est le fait que justement la première a été à aucun événement. Du coup, le premier truc que je fais, c'est aller voir la personne et lui demander, puisqu'elle a l'air hyper motivée, comme elle a fait une super candidature, pourquoi elle n'est jamais venue à aucun événement. Est-ce que c'est une question de planning? Est-ce que c'est pour des raisons personnelles ou quoi? Et ensuite, deuxièmement, du coup, je demanderai à la deuxième personne de faire une vraie candidature et pas de juste donner l'idée qu'on a envie de candidater entre 2 cours. Et du coup, en fonction des 2 réponses, j'aurais plutôt tendance à choisir la première personne si elle m'explique exactement pourquoi elle n'est jamais venue et si c'était juste
pas parfaite ou quoi, et qu'elle n'a pas de raison suffisante, entre guillemets. Plutôt la deuxième, si elle fait une vraie candidature. Donc, concernant la première candidature, à titre personnel, si on l'est vu, je considérerais que même si la candidature est faite sous une forme qui est extrêmement belle, ça ne présage pas de la compétence de quelqu'un et de l'investissement de quelqu'un pour gérer un pôle. Enfin, il y a une grande différence entre organiser des sorties et écrire une scène. Et pour la deuxième personne, c'est vrai qu'être allé aux événements, ça montre un intérêt pour ce qu'organise le BDA et potentiellement un investissement pour les sorties. Mais là, dans ce cas, en l'absence de candidature en bonne et due forme, et si on est élu, je demanderai des candidatures, enfin de faire des vraies candidatures, je ne peux pas confier un pôle à quelqu'un qui ne fait pas l'effort de faire une vraie candidature. Donc dans l'état actuel des choses, je me rapprocherai des personnes pour en savoir plus, pour savoir pourquoi l'une n'est pas allée aux sorties, et pour que l'autre fasse une vraie candidature. En fait, cette question est un peu rigolote comme ça, mais elle pointe un vrai sujet du doigt, qui est le choix des respos, et un bon choix des respos, qui selon moi est très important, parce qu'un mauvais choix de respo, ça peut donner lieu à un pôle qui se claque. Et c'est extrêmement dommage parce qu'à Paris et dans le 5e arrondissement, le 6e, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce serait dommage juste parce que un respo ne s'investit pas suffisamment de ne pas faire profiter à l'ensemble des mineurs de tout ce que Paris peut leur offrir. Et donc c'est pour ça que le choix des respos est selon moi très important. Et après, dans un cas comme celui-là, ou dans un cas où il y a deux candidatures qui me semblent vraiment très convaincantes, ce qu'on peut envisager aussi, donc c'est à regarder au cas par cas, selon les personnes, c'est pour certains pôles de nommer des co-respos. Ça a été fait cette année. Et j'imagine que nommer deux personnes, ça peut limiter le risque de plaquage. Merci pour ces deux réponses très claires. On passe à la question du resto relation. Je ne sais pas s'il y en a un dans votre liste. On va la faire avec Eugène. Ok. Donc la question est quelle stratégie adopterez-vous sur la question des partenariats? Si vous pouvez en reparler. Bon, Vicente, on a un peu parlé, en compte ce que c'est de se séparer de la caisse d'épargne. Donc maintenant, après, ça va réduire un peu, les rentrées d'argent. Donc l'idée, ce serait de trouver un partenariat pour compenser, sachant que, en théorie, la trésorerie du BDA permettrait de ne pas trouver de partenariat, mais ce serait quand même mieux. Enfin, l'idée, c'est pas de vivre avec 100 partenariats et de dépenser beaucoup d'argent et qu'il ne reste rien pour les années suivantes. Donc l'idée serait de trouver un partenariat pour compenser cette perte liée à ça. Et si ça permet de faire pourquoi pas une de sortie, éventuellement un voyage comme ce qui avait été fait par le 21 ans. Enfin, eux, ils avaient fait vraiment un truc très grand, ils étaient partis en gros faire les châteaux de la Loire pendant 3 jours, ils avaient pris un gîte, un bus qui les suivait, où il pleuvait, etc. Mais ça peut être une bonne idée. Après bon, ça, ce serait peut-être compliqué niveau timing, mais enfin, faire ce genre d'événement, essayer de développer ce genre d'événement. Il y avait Nénifar qui avait proposé l'année dernière de faire un voyage, ça n'a pas pu être fait malheureusement. Nous, on n'en propose pas, mais si on trouve un partenariat qui nous permet d'être à l'aise financièrement, c'est quelque chose une question qui peut se poser. Ok, alors nous, on n'est pas tout à fait partis sur la même optique. Tout d'abord, pour des raisons financières. Ce qu'on voit, c'est que certes, le BDA peut se permettre d'avoir une légère diminution de sa trésorerie, puisqu'on est à plus de 20 000 euros de trésorerie. Donc clairement, et ça c'est Romain l'avait dit pour l'Assemblée générale, si l'objectif ce serait de diminuer de 1 000 euros la trésorerie chaque année, si possible, et donc on peut peut-être se permettre de diminuer le partenariat de caisse d'épargne. Ça c'est vrai. D'un autre côté, à l'ASTI par exemple, dans le pôle de l'ASTI, on voit qu'on a moins de 10% de réponses sur les contacts entreprises. Ce qui veut dire que c'est déjà 10% de réponses, ça veut dire moins de 10% des partenariats par rapport au nombre d'entreprises qu'on a. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est dur de créer des partenariats avec de nouvelles entreprises.
Et donc l'objectif, ça serait certes de réduire le partenariat caisse d'épargne, mais pas forcément de le supprimer. En le réduisant, on peut permettre d'éviter d'avoir un trou de la trésorerie, on peut chercher à avoir des partenariats supplémentaires, sans pour autant poser un risque vraiment à la trésorerie et aux futures générations de mineurs. L'idée pour autant, c'est certes une opinion, mais dans l'optique de ce qu'a fait le BDE, on pense solliciter tous les adhérents, donc la P25 et tous les cotisants PDA pour aussi avoir leur avis. Parce que clairement, cette décision, on ne va pas la prendre seule. Et sinon, on dit qu'on peut diminuer et que la plupart de la promo préfère supprimer ce partenariat parce que c'est vrai que le groupe BPCE qui détient la caisse d'épargne n'est pas exemplaire. Bah, dans ce cas-là, on le fera et on cherchera des alternatives. Donc le résumé, c'est en tant que liste, on est plutôt sur une diminution du partenariat sans suppression. On consultera la promo et on prendra la décision adéquate en fonction de la situation financière. Qu'est-ce que ça veut dire diminuer le partenariat? Ça veut dire soit diminuer le montant du partenariat pour des raisons symboliques, donc aussi diminuer soit le nombre d'événements, soit en fait, la représentation de la caisse d'épargne au niveau du partenariat. Concrètement, diminuer financièrement l'aide de la caisse d'épargne pour qu'à terme, il puisse être supprimé. Mais voilà, pour revenir, l'idée c'est de diminuer et pas supprimer pour éviter de poser un risque à la trésorerie. Et peut-être un argument supplémentaire à titre personnel, c'est la caisse d'épargne, c'est une banque mutualiste. Et donc c'est vrai que par rapport à des banques comme la BNP ou la SocGen, qui sont des banques qui versent leurs revenus aux actionnaires, on est sur une banque qui reverse mutualiste. Et donc certes, on est d'accord qu'il y a des gros problèmes au niveau des investissements. Pour autant, en fait, je pense que le problème n'est pas aussi court terme que la suppression du partenariat SocGen et BNP, parce que il y a quand même, on va dire, un certain engagement de la banque, qui est encore une fois discutable, je suis d'accord, mais qui n'est pas, je veux dire, complet. C'est pas noir ou blanc. Il faut peut-être un petit peu de ça. Merci. Question au Respo Salins. Quentin achète les pots. Alexis. Ouais. Non, mais c'est une vraie question intéressante. Est-ce que pour la Salins, c'est plus intéressant d'acheter du matériel de bonne qualité mais qui va tenir peu de temps car les gens prennent rarement soin du matériel? Ou est-ce qu'il vaut mieux acheter du matériel moins bon mais qui va être beaucoup plus solide dans le temps? Et donc ça, c'est une question que je me suis posée. Et pour le moment, comme on a, comme la Salins a quand même relativement beaucoup de budget, qu'elle a réussi à déjà faire un bon travail de revente d'instruments et de maintien, par exemple des guitares notamment, c'est peut-être l'occasion d'acheter du bon matériel, notamment pour la batterie, pour la table de mixage, histoire que ça puisse tenir quelques années, et donc de mettre une somme plus conséquente dedans. Donc quand on achète les pots, je trouve que c'est une question très, très profonde finalement. Oui, je vais les acheter. Merci. Question au Respocom. Comment gérer la communication pour les événements quand on voit qu'ils ne passent pas forcément mineurs et comment gérer pour annuler Du coup, déjà, première étape, la communication. On a beaucoup reçu de mails au cours de l'année par le BDA, mais on sait que finalement les mails sont perdus malheureusement dans nos boîtes mail. Donc déjà peut-être plus utiliser le compte Insta en amont pour pouvoir juste plus faire de com et donc donner plus de visibilité à l'événement, déjà pour prévenir ce genre de problème. Et ensuite, continuer sur le système d'EcoutMaps qui est utilisé par Nénuphar et le faire suffisamment en amont pour pouvoir gérer si jamais il n'y a pas assez de monde et ensuite communiquer directement avec les différents, gérer en fonction des événements avec les personnes concernées et si besoin refaire potentiellement de la com par-dessus. Et donc normalement avec tout ça on évitera les flops et on les aura décelés plus tôt. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Elodie au niveau de la communication sur le compte Instagram et tout ça. Ce qu'on va faire en avant, nous, c'est aussi proposer des sondages au niveau de la promo pour connaître les intérêts des mineurs au niveau des sorties, des pôles qu'on a créés, proposés. On a plusieurs idées de nouveaux pôles qu'on voudrait rajouter, comme le pôle musée, proposer des sorties au musée, le pôle opéra, le pôle palais. Mais ça présuppose aussi de vérifier qu'il y a vraiment un intérêt derrière. Pareil, cette année, il y avait le pôle cinéma qui n'était pas très dynamique.
du coup, on a posé des questions, enfin, on a posé la question de savoir si on le maintient et si, si ça vaut le coup. Ensuite, concernant les flops d'événements, par exemple, cette année, il y a eu la soirée des talents qui a été annulée par manque de candidats. Du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est plus prendre en compte les emplois du temps de différentes promos, parce que là, ça tombait un peu à proximité des partiels, du coup, c'est difficile à gérer. C'est pour ça qu'on voulait créer aussi le rôle de VP ISU pour faire le lien entre les VTC et les ISU et proposer des événements quand ils sont à la ligne, lesquels ils pourraient participer aussi à ces événements. Et ça va aussi en lien avec les partenariats, on voudrait renforcer les partenariats avec les autres PBA, des écoles autour, pour mutualiser les sorties et compter sur les autres établissements si jamais il manque de monde pour certaines sorties ou certains événements. Ok, je vais demander à chaque liste de dire quelque chose de positif sur l'autre liste. C'est moi qui commence. Je trouve un truc positif déjà, c'est que malgré votre début un peu difficile, vous avez quand même réussi à monter une liste quand même. Et déjà ça c'était beau, et puis quand même produire un film, avoir une DA, avoir des colos. Et ça je trouve ça vraiment cool parce que vu le temps, je vois déjà nous en 3 semaines c'était un peu short. Alors en 2, je pense que c'était encore plus difficile. Donc je pense qu'on est tous globalement plutôt impressionnés du travail que vous avez fait. Et sinon quelque chose de positif, on vous aime bien parce qu'on vous connaît aussi un peu quand même. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter. Merci beaucoup Astrid, c'est très gentil. Et je retourne le compliment. On vous connaît tous un petit peu aussi, c'est trop sympa. Nous, c'est un peu l'inverse. On vous a vu vous préparer et on a été très impressionnés puisqu'on voit que vous êtes hyper motivés. Vraiment, vous avez développé votre DA en profondeur, vous avez vraiment présenté une liste qui est vraiment aboutie et qui est. On était assez impressionnés par tout ce que vous avez fait. Et je pense que le maître mot ici de ce qui nous impressionne chez vous, c'est votre motivation. Parce que vraiment, elle a l'air sans faille, on peut vous coucher super tard, tous les soirs, et ça c'est hyper impressionnant. Et c'est vrai que ça présage plein de choses super. Voilà. Donc maintenant on passe à la partie fun de l'artichaut. Ah oui, mais avant ça, les questions du public. Ils sont tous aussi. Alors très bien, c'est une question semi-sérieuse. Donc, dans l'éventualité où un fan club ouvert à tous est constitué d'un nombre suffisant d'étudiants des mines, d'une équipe de foot quelconque venait à prendre le statut d'assaut des mines ou du club DDA, et dans l'éventualité où ce club de foot se trouverait en 2e division l'année prochaine, votre liste BDA serait-elle prête à subventionner une partie du coût de l'abonnement aux chaînes de télévision étrangères qui diffusent en intégralité les matchs de cette 2e division? C'est adressé à une question. Non, je pense que c'est sûr. De manière assez sérieuse, le premier truc que je dirais, c'est que je pense que c'est une demande qui se pose plutôt envers le BDS, puisque du coup, si c'est pour regarder des matchs de foot, ce sera des chaînes qui sont consacrées qu'au sport. Certes, le sport, c'est de la culture, un peu moins. Et en plus, comme c'est le BDS qui s'occupe de la salle télé, si je dis pas de bêtises, du coup, peut-être plus envers eux. Et si vraiment ils ne trouvent pas, pourquoi pas venir nous voir et on verra en fonction de si on a le budget. Si c'est pour fabriquer des draps pour Saint-Poli, n'hésite pas, tu pourras nous demander, on pourra t'aider. Hein. S'il s'agit de faire un club BDA pour fabriquer des draps de foot, là ça va être super sympa. Mais du coup, là c'est une collab BDA-BDS. On se doute que le club en question c'est Saint-Paoli, mais au hasard, ce sera un nom comme ça, peut-être.
Mais du coup, je rejoins ce qu'a dit le liste, ce serait peut-être plutôt un point qui serait adressé au BDS, même si on peut voir parfois le sport comme une forme d'art peut-être. Et sinon, je crois que notre Respocom avait des petites remarques à faire. On pourrait aussi financer des chaînes pour regarder la NFL le dimanche soir. C'est génial. En plus, c'est très artistique de voir les Américains faire des spectacles. Donc, avoir une collaboration avec le BDS en sport et art. Ouais, mais c'est ça. Oui, donc ça fait 9 ans que la fresque au foyer n'est pas terminée. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Le mandat n'est pas fini, Michael. La question de Michael est, ça fait 9 ans que la fresque du foyer n'est pas finie, aux mines. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Ça dépend s'il y a des personnes intéressées pour finir la fresque. C'est un peu comme la fresque du baptême, de la mesure où les gens sont intéressés, et là c'est les gens intéressés, on pourra envisager, on pourra leur... Et au sein de votre liste, il y a des gens intéressés. Oui. Mais pourquoi pas? Et donc c'est des gens intéressés, on vous leur fournirait de la peinture et tout pour finir cette fresque qui... Nous, la réponse c'est la même. S'il y a des gens qui veulent, qu'ils la fassent. S'il y a personne qui veut, bah, tant pis pour l'année prochaine. Sinon, Miguel, tu veux le faire ou pas? Si jamais on est élu, tu seras un Respo fresque. Tu peux le faire à la découpe laser. Effectivement, on va laisser les gens qui font les fresques. D'autres questions dans le public? Est-ce que le piano il est accordé des fois? Réaccordé? C'est une question à vous? Non, c'est une vraie question, même pour Respo Salin. Ah, ça calme. Bon, bah moi je suis pas pianiste, mais de ce qu'on m'a dit, c'est ok. Ça peut peut-être être un peu mieux, mais c'est ok. Et donc, nous, enfin, j'en ai discuté avec des gens qui jouent du piano. Vous voulez tout tabler sur un réaccordage par exemple tous les 2 ans, sachant que ça coûte de l'ordre de 150 € un réaccordage de piano. Et donc, bon, après, peut-être laisser la parole à Eugène parce qu'il joue du piano, donc c'est peut-être plus intéressant. Mais vraiment, on peut tabler sur quelque chose comme ça pour, donc, quand c'est vraiment nécessaire, peut-être recueillir les demandes des pianistes et agir en conséquence. Du coup, moi, je veux dire que le piano, il a quelques soucis parce qu'il y a des cordes qui sont pétées, qu'il est désaccordé et que ça fait au moins 1 an qu'il n'a pas été accordé. Et un piano comme ça, il faut que ça s'accorde au moins 1 fois par an, d'autant plus qu'il est utilisé à peu près H24 pendant toute une année. Et quand, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand il y a des cordes qui se cassent, ça va diminuer la tension dans toutes les autres cordes et donc ça désaccorde tout le piano d'un coup. Donc ça c'est le premier truc à savoir. Et en plus de ça, si on le réaccorde pas et qu'on ne prépare pas les cordes, ça va créer une inhomogénéité dans le son et donc ça détruit le piano. Donc stop, préparation du piano. Bon, du coup, bah, si on recueille des témoignages comme eux, très fondés et très plus précis que ce que j'avais déjà recueilli, alors on pourra peut-être discuter pour justement, surtout parce que comme il le dit, s'il y a des cordes qui cassent et si ça détend le piano, ça va faire qu'on doit le raccorder plus souvent, par exemple appeler plusieurs fois un accordeur. Parce que en fait, le piano, une fois qu'il est accordé, si il fait désaccordé, il faut l'accorder un jour, puis le lendemain, enfin, après qu'il revienne. Et donc, c'est vrai que ça reste des dépenses en plus, donc c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de l'accorder plus souvent et d'en parler plus souvent. Du coup, tu as totalement raison. Là, si jamais on veut réparer le piano, on va devoir appeler un mec pour qu'il regarde le piano. Ensuite, il va falloir faire revenir pour remettre les cordes. Et ensuite, il va falloir faire revenir pour réaccorder le piano. Donc on aura payé 3 fois, alors qu'on pourrait payer 1 fois chaque année. Et donc là, on divise par 3 les frais de réparation. En gros, nous, pour
la Salence, on n'a certes pas de Respo Salence, mais on avait pensé à mettre en place un suivi de l'état du matériel, donc avec des feuilles, notamment pour le piano, pour savoir à quel moment il est abîmé. Parce qu'effectivement, il faut le raccorder régulièrement, et c'est pareil pour le reste du matériel. Donc ça serait en fait avoir, si un mineur remarque qu'une partie du matériel est cassée, qu'ils mettent ça sur une feuille ou sur un drive, en fait, avoir l'outil à utiliser, mais pour vraiment avoir en live un retour sur l'état des instruments, pour effectivement faire une réparation préalable en fait, et éviter qu'on ait que les instruments en fait cassent, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'instruments qui ne sont pas réparés. Et là on est en problème initial, mais en tout cas voilà, le but c'est de mettre en place un suivi sur la Salence de tout matériel. Bonjour, moi j'ai une petite question sur la caisse d'épargne, parce que voilà, je sais pas ce qui reste. Juste, on a vu que l'année dernière, les chiffres de la caisse étaient 600 €. Est-ce que c'est les bons chiffres? Parce que l'année dernière, c'était genre 2200 €, donc il y a déjà eu une grosse réduction. Et si c'est les bons chiffres, est-ce que vous pensez que vous pourriez peut-être refaire cette réduction, du coup, passant la caisse d'épargne à 0 €? Est-ce que vous pensez que c'est pas possible? Les chiffres de la caisse d'épargne sont basés sur le nombre, il y a un montant initial qu'on a, et après c'est basé sur le nombre de personnes qui s'inscrivent à la banque, qui font un compte à la banque. Et cette année, il y a eu très peu d'ouverture de banque, donc ils nous ont quand même donné 600 €. Et on n'a pas négocié le montant. C'est la question, est-ce qu'en principe, vous pouvez quand même pas donner? Est-ce que ça serait négociable 600 € par an au BDA? Merci beaucoup. On n'avait pas le chiffre de 600 €. Donc effectivement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, diminuer le partenariat quand on est à 600 €, c'est pas forcément intéressant. Après, encore une fois, à revoir sur les chiffres, parce que s'il n'y a pas d'autres partenariats, l'idée c'est, ou en tout cas des partenariats qui ne sont pas forcément de long terme, l'idée c'est comment financer. Donc encore une fois, en fait, je reviens sur ce qu'on a dit précédemment, c'est voilà, on n'a pas une opinion qui est précise, et l'idée c'est de 1, s'adapter à la situation financière, et de 2, s'adapter à l'opinion des mineurs, pour effectivement avoir un partenariat qui corresponde au mieux aux opinions de chacun. Parce qu'effectivement, s'il y a très peu de mineurs qui sont prêts à ouvrir des comptes à la caisse d'épargne, ça ne vaut pas forcément le coup de garder un partenariat qui vaut beaucoup. Donc voilà, je vais revenir sur les arguments qu'on a dit précédemment, mais l'idée c'est, et vous allez dire peut-être oui, ça peut être lâche de dire on repose sur l'opinion des mineurs, mais vraiment on est vraiment convaincu que c'est la seule manière de trouver une solution qui corresponde à tous et qui ne met pas en danger la réalité financière des associations. Voilà. Tout c'est clair, on va clôturer avec la caisse d'épargne parce que c'est un montant qui est négligeable et on trouve aussi que ça n'a pas trop le sens de. Pourquoi faire un partenariat avec une banque? On n'a pas grand chose à lui apporter, pas beaucoup d'arguments pour la convaincre, alors que c'est de trouver des partenariats avec d'autres entreprises ou d'autres entités qui seraient plus en accord avec les valeurs du BDA, avec l'art, ce serait plus facile de les convaincre. Et donc, je vais laisser parler notre relation. Ouais, et pour ajouter un truc sur les ouvertures de comptes, il y a le BDS, le BDE et la Wexim qui demandent d'ouvrir des comptes. Et bon, je ne connais pas l'état de leurs finances, mais ils ont peut-être plus besoin de certains gens que nous, d'autant plus que ça ne nous est pas beaucoup profitable comme on l'a vu. Donc l'idée ce serait de le clore. Et pour ce qui est des partenariats, j'ai commencé un peu à regarder, mais plus du côté du domaine de l'art dans un premier temps. J'ai essayé de contacter quelques alumni ou quelques entreprises dans l'animation, au sens très large, l'animation, jeux vidéo, les entreprises qui font des enceintes, du matériel, sonore, etc. Et après, si ça aboutit pas, c'est chercher des partenariats un peu plus larges dans d'autres domaines. Il y a aussi le fait que, au vu des chiffres actuels, on a vu qu'un seul amphi, ça rapporte environ 3200 €. Et du coup, ce serait normalement amplement suffisant pour combler le déficit qu'on aurait si on cessait totalement le partenariat avec la caisse d'épargne. Du coup, on aurait besoin d'un seul amphi, ce qui serait parfaitement négociable, je pense, avec le BDE pour essayer d'en caler un en début d'année, histoire de s'assurer qu'il y a quand même assez d'élèves qui puissent y assister. Et ça nous permettrait d'être totalement indépendants des banques. Désolé, on a oublié de dire, c'est vrai que tout ce qu'on a dit avant
ça me dit rien sur le fait qu'on va également chercher des partenariats. On n'a pas encore commencé, mais c'est évidemment un mode de sortie et on va les chercher. Mais après, voilà, ça revient aussi à ce que je disais au début, qui est que la situation actuelle sur la recherche de partenariat est compliquée et on ne veut pas prendre une décision sur la banque avant de savoir qu'on va avoir un partenariat financier qui est viable. Bonsoir. On va commencer par une question pour les Harlequins. Dans votre programme, vous avez parlé d'avoir plus de transparence sur la trésorerie, notamment avec les clubs BDA. Est-ce que vous avez des idées particulières en tête pour améliorer cette transparence? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Donc déjà, en épluchant un petit peu les comptes, j'ai trouvé très peu clair, enfin même je n'ai pas les informations actuelles sur ce qui appartient ou pas au club BDA. Et j'ai vu la réponse de votre trésorier aussi là-dessus. C'est-à-dire si une demande PCV est faite par Gastronomie et qu'elle est acceptée par le PCV, est-ce que l'argent appartient à Gastronomie directement ou est-ce qu'il revient à nous et c'est à nous de le distribuer? C'est à nous et nous on le distribue. Ok. Parce que du coup ça crée des frictions pour les clubs BDA qui n'ont pas forcément la visibilité, une visibilité très claire. Et donc quelque chose qu'on peut mettre en place, c'est juste. Ça peut être soit mettre en place une plateforme où on donnera accès aux clubs BDA pour pouvoir en temps réel leur sol effectif qu'ils ont et ce qui leur est alloué. Et pour que ce ne soit pas, si c'est une demande d'essai qui est faite par un club BDA, c'est à eux qui gèrent leur argent et qu'ils n'aient pas besoin de toujours faire de l'aller-retour vers le BDA. Ce serait plus simple. Je ne sais pas si les clubs BDA ont leur propre compte bancaire ou pas. Non, pas du tout. Du coup, il faudrait mettre en place peut-être une plateforme juste pour qu'ils puissent voir et que ce soit simple pour eux de voir combien ils ont d'argent, qu'ils n'aient pas constamment à faire des allers-retours. Voilà, donc ce serait, je pense, le truc bien à mettre en place. Ouais. Maintenant, une question pour les Martiens. Dans votre programme, vous avez parlé de faire des lectures en commun, notamment avec les livres de la bibliothèque du BDA. Comment est-ce que ça fonctionnerait et est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Bookstagram que je ne connais pas personnellement, qui m'a un peu intrigué à ma première lecture? Merci pour cette question de bonheur. Ok, du coup, pour commencer, Instagram, en gros, c'est un truc un peu pour les gens qui adorent lire. Et c'est globalement l'Instagram du livre, en gros guillemets. Et du coup, c'est juste une communauté de gens, des abonnés. Et ils partagent leur lecture, ils partagent qu'est-ce qu'ils aiment. Il y a par exemple des festivals de livres qui sont organisés, etc. Et aussi du coup, des lectures communes qui marchent sur Instagram. Du coup, l'idée, ce serait par exemple de proposer, après il n'y a qu'un seul exemplaire dans la bibliothèque, mais si les gens, soit on trouve des livres disponibles gratuitement sur internet, soit que les gens achètent un livre et on se met d'accord par exemple au début du mois sur quel livre on veut lire. Du coup, on donne différents choix et ça peut se faire en partenariat aussi. Du coup, j'ai vu que, je ne sais plus si c'est féministe ou PIN, mais ça peut être des lectures engagées. Et c'est juste un moyen, je sais que par exemple, moi, depuis que je suis arrivée au MIN, j'ai pas beaucoup lu. Et pas par forcément manque d'envie, mais plutôt parce qu'il y a 40 000 associations, 40 000 trucs à faire tout le temps. Et du coup, c'est aussi un moyen de proposer aux gens juste de prendre un peu le temps de lire. Et c'est aussi hyper enrichissant de discuter d'une lecture qui peut être ou non controversée, mais juste avoir des opinions différentes sur un livre, c'est toujours hyper agréable. Et ça permet de découvrir d'autres choses et aussi de découvrir sûrement d'autres gens qui peuvent avoir les mêmes goûts, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et Harlequin, vous avez parlé de Equipaps dans votre programme. Vous avez parlé d'une remise à jour, d'un changement. Quelle forme est-ce que ça prendrait par rapport au système actuel?
Alors, tout ce qui est mise à jour ou changement, globalement, on compte garder à peu près le même système parce que c'est bien, parce qu'il favorise il engage à la cotisation. Et les cotisations, c'est aussi ce qui permet de retrouver une partie des caisses du BDA. Et ce qu'on voudrait faire surtout, c'est un petit peu mieux définir les délais sur lesquels le PAPS est admissible. Parce que typiquement, s'il y a des gens qui s'y prennent très tôt, qui n'ont pas de cotisation, mais qui ont passé très vite, et que derrière, il y a des personnes qui sont cotisantes, qui ont peut-être fait autant de sorties ou moins, et qui vont passer 1h30 plus tard, on a trouvé ça un petit peu illogique que les cotisants qui ont passé vraiment très tardivement se retrouvent à avoir une place et prendre cette place à quelqu'un qui aurait passé très vite et qui avait vraiment un réel intérêt pour cette pièce. Donc ce qu'on voudrait, c'est juste vraiment mettre au clair les délais et de façon à ce que ce soit un petit peu plus équitable et un petit peu plus juste aussi pour garder quand même le système du PAPS pour les autres. Merci pour cette réponse. Merci aux Martiens. Vous avez proposé de faire une newsletter mensuelle pour parler notamment des sorties, les musées, les expositions, mais également les films qui pourraient être consultables dans Paris, dans le quartier. Qui sera en charge d'écrire cette newsletter? Est-ce que c'est un rôle qui fait partie du BDA? Et où est-ce qu'on pourrait trouver cette newsletter? Alors, pour qui sera en charge? Déjà, chaque Respo de Pôle sera en charge d'écrire un article avec les recommandations. En tout cas, chaque Respo de Pôle volontaire pourrait écrire un article sur les recommandations du mois. Ensuite, c'est vrai qu'avec Lisa, on est tous les deux assez motivés d'écrire des articles pour cette newsletter. Donc on pourrait soit nous en occuper nous, soit donner le rôle à notre VP Vendôme Martin, ou bien à notre Espocom, même si effectivement le Polcom et notamment notre Espocom ont déjà beaucoup de travail, donc ça peut être peut-être une tâche supplémentaire. En tout cas, l'idée, ça serait de décentraliser l'organisation et de laisser à chaque pôle le choix de faire son propre article. Il faudra ensuite juste maqueter. Donc on parle d'une soirée, donc on pourrait prendre le travail au niveau du bureau. Je me rappelle plus tout à fait, Elliot, de la deuxième partie de ta question. Où est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce qu'on pourrait la trouver? Alors on pourrait penser donc à la publier sur le Vendôme, mais aussi sur l'Instagram. Si on en ajoute un onglet publication sur le portail au niveau de la page BDA, donc sur tous les réseaux sociaux en fait, et encore une fois on va aussi la partager sur WhatsApp. L'idée c'est de la rendre accessible le plus possible et qu'elle devienne un peu un outil vraiment incontournable pour tous les mineurs, avec des vrais conseils. Le but, c'est vraiment pas de faire juste vous pouvez aller visiter tel musée ou tel musée, c'est d'expliquer pourquoi ces musées sont super et de permettre en fait aux mineurs d'avoir aussi des discussions communes. Puisque si on propose à tout le monde de visiter le musée Carnavalet en octobre 2026, et tous ces élèves vont pouvoir ensuite parler de ce musée, ce qu'ils ont aimé, et donc c'est aussi un moyen de susciter la discussion, et même parfois aussi encore une fois de revenir discuter de ses opinions, discuter plein de choses, etc. Plus que 3 questions. Donc cette fois pour les Arlequins. Une question intéressante sur la Salins. Alors on a parlé dépôt, c'est bien sympa, mais il y avait également une proposition d'acheter un ou plusieurs logiciels pour l'ordinateur. Budgétairement parlant, c'est quand même conséquent. Est-ce que vous avez déjà étudié la question? Et si oui, est-ce que vous avez déjà des pistes de logiciels avec peut-être des chiffres à nous donner? Parce qu'on est très demandeur de chiffres. Bon, alors déjà, pour donner un peu de la couleur, c'est très flou comme question. Parce qu'en fait, c'est pas le logiciel qui va vraiment permettre de produire, ça va surtout être aussi des plugins. Donc là, pour le moment, c'est vrai qu'on a un ordi avec dessus Ableton, qui est un logiciel payant et qui est donc craqué sur cet ordinateur. On pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment légitime de notre part, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt investir? Donc il est vrai qu'on pourrait peut-être dépenser 300 € dans la version pro de Ableton, mais d'un autre côté, on se dit pour le moment peut-être s'occuper déjà du matériel, et si on a vraiment des surplus de trésorerie par rapport à la Salins et par rapport au BDA, peut-être envisager d'acheter ces logiciels. Et donc après, quel logiciel choisir? En fait, tous les logiciels sont plutôt équivalents, et donc il faudrait peut-être procéder par exemple à des sondages, demander plutôt FL Studio, Logic Pro, Logic c'est plus compliqué car c'est uniquement sur macOS. Et également pouvoir faire par exemple des sondages aussi pour les plugins à utiliser, parce que le logiciel tout seul c'est un peu une boîte à outils mais vide.
Et c'est quand même plus intéressant de pouvoir acheter des outils qu'il y a dedans. Donc voilà, mais pour le moment, je préfère plutôt qu'on s'occupe du matériel physique et qu'on s'occupe du logiciel un peu plus tard, en fonction de la trésorerie. C'est marrant parce qu'avec Elliot, on avait un peu les mêmes questions du coup. C'était, je crois, les Martiens vous proposaient de faire des soirées Octo X BDA, enfin en gros des sortes de scènes ouvertes pendant les Octos. Qu'est-ce que vous pensez de protéger les instruments? Enfin, comment est-ce que vous comptez protéger les instruments dans une salle un peu alcoolisée, des fluides et des trucs comme ça? Voilà. Alors, pour commencer, ce ne serait pas tout à fait des scènes ouvertes. L'idée, c'est en fait de faire venir des groupes de musiciens, de personnes qui seraient responsables avec le matériel, pour avoir une musique entre guillemets de qualité. En fait, c'est mettre en valeur, conformément à notre programme, mettre en valeur des groupes d'étudiants, qu'ils soient des mines. On peut penser au groupe qui a joué, le groupe Tempo et le groupe avec notamment Alfred, qui ont joué au gala. Et en fait, on pourrait plutôt régulariser ces événements pour avoir plus de groupes, des groupes de PSL, des groupes d'autres écoles, et faire venir, pourquoi pas, des extés. Voilà, je reviendrai sur ça après, parce qu'effectivement, il y a des problèmes de staff. Mais pour les instruments, si on fait venir des musiciens, ils peuvent les garder avec eux au moment de la scène et ensuite les ramener en salance. Donc le risque de détérioration du matériel va être lié seulement aux enceintes. Et si le staff du BDA est à côté de la scène pendant tout le concert, parce qu'évidemment ça serait notre rôle, eh bien on s'assurera qu'il n'y ait pas de débordement, tout en pensant qu'on pourrait peut-être arrêter les concerts vers minuit pour éviter que s'il y a trop d'alcoolisation, que ça dégénère. Pour ensuite revenir sur la présence d'exté, effectivement, on est conscient que là, ça peut être problématique au niveau du VSS, au niveau de détérioration du matériel. Et donc dans ce cas-là, il faudrait organiser ça avec toutes les assos, notamment avec le BDE et avec Féministes, avec toutes les assos qui seraient notamment conviées pour le staff. Et alors là, c'est au stade de projet, mais en fait, on serait hyper motivé d'organiser des concerts qui ne soient pas des concerts BDA, en fait, c'est des concerts BDA, mais live. Donc l'idée, c'est qu'on ne soit pas tous assis en train d'écouter des longs morceaux, mais plutôt profiter debout de musique, un peu comme une soirée bar. Et donc l'idée, c'est de proposer deux événements avec deux ambiances différentes qui correspondent tant aux musiciens live, rock, un petit peu plus dynamique, qu'aux musiciens plus classiques, jazz, qui préféreront avoir un public calme. Et aussi, évidemment, aux deux publics différents. Merci pour cette réponse. J'ai une dernière question pour les... Je ne sais plus quelle liste c'était. Dans le doute, je vais poser aux deux. Il y a une liste qui proposait de mettre des tutoriels à la Salins pour l'entretien des instruments. Donc ma question c'était quelle forme ça prendrait et donc, est-ce que ce serait des fiches qui seraient disponibles à tout moment? Est-ce que ce serait une formation avec quelqu'un sur place? Dans le second cas, à quel moment de l'année est-ce que vous comptez faire ça? Et c'était vous. Oui, donc c'était bien nous. Donc déjà, on peut souligner le fait que qu'il y avait déjà des tutoriels qui étaient fournis par Alexis. Donc au début de l'année, il nous avait fait une présentation de la Salins avec comment bien se servir du matériel, comment bien brancher, comment voilà. Et moi, mon idée, c'était aussi par exemple de proposer des tutoriels de base sur vraiment l'usage des instruments. Par exemple, je sais pas, comment changer une corde. Et donc on pourrait voir ça, par exemple, je sais pas, soit sur des affiches en Salins, parce que ce serait peut-être un peu lourd, mais sinon peut-être avoir un petit carnet qui serait posé toujours dans la Salins, je sais pas, n'importe où, par exemple sur la table à côté de l'ordinateur, on peut ouvrir et il y aurait toutes les petites astuces, donc, comme je disais, comment changer une corde, comment réaccorder une guitare, parce que la Salins, elle est faite pour accueillir des gens de tous les niveaux. Et donc c'est aussi important pour quelqu'un qui ne sache pas faire, d'apprendre, voilà, je disais, accorder une guitare, par exemple aussi simplement remonter, comment positionner une batterie correctement, parce que c'est rarement le cas et c'est un peu triste, ou comment allumer la table son sans faire péter les enceintes. Donc ce serait vraiment des tutoriels très simples, sous forme de fiches ou sous forme de petites présentations au début de l'année, donc comme ce qu'a fait Alexis, donc soit la première semaine ou la deuxième semaine de l'année à l'occasion. Voilà, pour présenter la Salins et des petites astuces comme ça.
Les bonnes choses ne sont jamais finies. On a 2 questions du presse BDAL P24. Pour les Martiens, comptez-vous trouver d'autres sources d'entrée d'argent que la caisse d'épargne et la cotisation BDA? On y a déjà répondu, hein, c'est oui, effectivement, on va chercher de nouveaux partenariats. Et encore une fois, pour remettre un coup sur la réponse, l'idée n'est pas de rester dans la situation actuelle, c'est de diminuer le partenariat, mais en fait de choisir d'arrêter le partenariat seulement si on a trouvé des partenariats viables. Parce qu'encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, mais en tout cas au Pollen de l'Asti, on a un taux de réponse qui est très faible, et donc le taux de partenariat validé va probablement être encore plus faible. Et donc voilà, c'est juste une question de réalisme, de dire on est prêt à trouver de nouveaux partenariats, mais il faut qu'on en trouve, et on fera du mieux qu'on peut pour en trouver, et dans ce cas-là, alors effectivement, on diminuera le partenariat. Pour Harlequin, dans votre programme, vous mentionnez des entreprises de game design, ingénierie, sonore pour le pôle entreprise. Pouvez-vous préciser des exemples et avez-vous cité des partenariats en backup? Ouais, du coup, oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, on s'est surtout tourné vers ce genre d'entreprise au début. Donc, je vais essayer de contacter Canson, Ubisoft, Deezer, pour citer un peu les noms. Donc, j'ai quelques alumni qui nous avaient répondu. Et, enfin, là, c'est un peu en cours de relance. Enfin, j'ai pas eu trop le temps récemment à cause de la préparation des campagnes, mais c'est quelque chose que je compte reprendre si on est élu et après les campagnes, du coup. Donc, ouais, c'est plutôt ce genre d'entreprise. Et après, si jamais on ne trouve pas là-dedans, il va falloir s'orienter vers des entreprises d'ingénieurs plus classiques. Enfin, j'ai pas trop d'idées à donner, mais ça va être par exemple des entreprises qu'on retrouve sur les amphis organisés par V2 par exemple. Après, bien sûr, on va essayer de chercher des entreprises qui sont plutôt clean en termes de RSE et en termes d'énergie fossile, etc. Enfin, on va pas lâcher la caisse d'épargne pour prendre une entreprise qui est pire. Donc, enfin voilà. Mais j'ai pas trop d'exemples à donner, j'ai pas trop réfléchi à cette question pour l'instant. Pour citer un exemple où on a l'art et l'ingénierie qui s'allient, je pensais beaucoup à Devialet. C'est une entreprise française qui fait juste du matériel sonore, des enceintes, des tables de son, enfin plein de choses, où il y a vraiment un côté artistique et où l'ingénieur a sa place. Donc ça pourrait être le genre d'entreprise auquel on pourrait avoir de l'attractivité pour venir les faire venir en amphi par exemple. Moi, j'aurais une question aux deux listes. Pour vous, qu'est-ce que l'art? Tu demandes à une personne, bah oui, qu'est-ce qu'on a pour la bande? YouTube. Hi mom. Donc en trois parties, c'est un peu quelque chose qu'on a évoqué dans le module 13, mais je comprends que tu n'avais pas forcément lu parce que c'est pas très gentil. Pour nous, l'art c'est avant tout le voyage. Et le voyage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la possibilité de pouvoir ouvrir ses perspectives, de pouvoir changer d'opinion, d'avoir un œil nouveau sur ce qui nous entoure et de pouvoir peut-être, rien que spirituellement, faire des expériences différentes et pouvoir se projeter pour voir finalement qu'est-ce que les autres peuvent penser. Et ça nous permet en fait de découvrir une altérité tout en restant physiquement au même endroit. Donc pour moi, là, c'est ça, c'est le voyage, c'est s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre et découvrir plein de nouvelles choses.
toujours passionnante. Une phrase vite fait, on va dire que l'art c'est une tentative de représentation de l'inconnu et du connu de façon créative et inspirée. C'est juste pour une phrase. Donc on passe maintenant à la partie encore plus sérieuse. On va tester les connaissances avec à la clé des artichauts. Donc on va faire une première partie sur les chiffres, parce qu'on aime bien ça. Première question. Combien de fois la pièce à lance piano a-t-elle disparu? C'est un PAPS à la réponse. Depuis combien de temps? Non, au sens, elle a été perdue par n'importe qui. Pas la clé du local qui est la salle de c'est pas la clé du local, c'est la clé de la salle. Oui, c'est la La réponse est un PAPS. Ok, donc chaque liste donne un résultat et celui qui est le plus proche a gagné. Donc 20 pour les martiens. Le public a le droit de jouer, c'est pas 12. Sinon, ils vont s'ennuyer. Ok. Je suis très vexé. Combien d'événements le pôle cinéma a-t-il organisé? La réponse dans le public. 0. Un à droite, un à gauche. 2 à droite, 1 à gauche. C'était il y avait deux sorties. Il y a eu James Franco, il y a eu celle avec la rencontre de James Franco et il y a eu celui avec le film avec dans le cadre du BDA. Oui. Une deuxième sortie qui va pas être rapportée. Après, de toute façon, il l'a pas dit. Les chiffres sur les rencontres et les sorties de cinéma ne sont pas encore écrits dans le doc. Du coup, c'est pour ça. Voilà, c'est pas. Bravo. Nouvelle question, combien d'événements le pôle classique a-t-il organisé? Et c'est une bonne réponse. Ok, alors ici on a un pourcentage d'utilisation, donc c'est une moyenne sur tous les jours de l'utilisation de la salle du piano en fonction de l'heure. Est-ce que c'est la salle 1? Est-ce que c'est la salle piano? Officiellement déclaré sur le la salle piano pour les martiens, la salle piano aussi.
C'était la Salins, et on peut voir l'ombre de Jean Covici derrière le pic d'utilisation de la Salins. Maintenant, on va vous demander de compléter le graphique sur les dernières personnes. Une à une, on commence par le à partir du orange pour l'utilisation de la Salins. Cinq points à droite et 5 points à gauche. Doraille et Payol. Ah. Déjà, il y a Richard, Doraille, Vous avez d'autres suggestions? On commence par 25. 25 Richard. 24 Déraille. 22 pièces et 23 Rancière. Même question avec la salle piano, cette fois-ci il y a 4 noms à trouver. Les deux vieux côtés. Alors les harlequins, est-ce que vous pouvez me donner 4 noms s'il vous plaît? 24 Piti, 24 Brunel,
25 Homer. 24 Lafont. Les Martiens. Avant de commencer, j'ai essayé, je suis 2 fois dans le truc et normalement je pense que j'explose le spectre. Je suis là à 25 mètres et là à 25 mètres. Ah ok, j'ai pas fait. Et après, normalement il y a aussi 25 de et aussi il y a 25 de Eugène. Ok. Ceci dit, et en plus je crois que t'es dans le top 4. Ah bon bah du coup 25 petits remestres. On avait dit 25 Homer, on avait dit Gagné aussi, et Ossière, et on en avait un, on avait dit Guillaume. Alors on a Guillaume Setti en 4e, Florentin qui est un P16. On a 24 Brunel, bravo des listes. Et 23 Rancière. Ah non, désolé, je pensais pas que. Je pensais que c'était ça. Ouais, Antoine, 23 Rancière, qui fait un master en musicologie pour sa césure. Et Raphaël Salins. On va regarder si vous avez étudié nos comptes Instagram. Combien de vues a eu la vidéo de Gaspard Chartier? Vous avez 30 secondes. Ou 10 secondes. c'est mieux. Et vous êtes loin du compte, on est à 107 000. Maintenant, on va savoir combien de modifications sur la fiche du dernier récital de piano Philippe Do a-t-il demandé? Non, mais la Vous êtes au-dessus du compte, mais c'était tout aussi ennuyant, surtout quand les messages arrivent 3 jours après la demande et qu'ils arrivent en plusieurs fois. Voilà. Ok, maintenant des questions sur la culture BDA, j'espère que vous avez révisé votre histoire. C'est qui? Ah, mais il est petit là. C'est Mathieu Collin, bien joué. Et voilà, il était presque P22, c'est surtout ça la question. Ok, maintenant, donc il était presque P22, mais de quel mandat? Enfin, de quel bureau? Comment s'appelait son bureau? Quelle était sa liste? Poudlard, oui, bravo. Bravo, c'était Poudlard. Le PAN P23 était une liste fiche, Extra ou PNJ? Et voilà. Avec quel légume la liste Archimoldo? Carotte, oui. Bon, bah bravo les deux listes. Ça s'appelle le bandome de liste. Le roseau. Bien joué. Archimoldo. C'est qui l'a dit? Entre Kenny West, Dani et C'est juste pour la beauté du jeu. et c'était Dani. Dans le même registre.
Bardo, Valde et Gérard Depardieu. Depardieu pour les Harlequins. Et c'était encore Brigitte Bardot. Voilà, dans celle-là. Depardieu pour les Martiens. Encore Bardot. C'était bien Depardieu dans une interview pour voilà. Grands artistes. Et maintenant on passe à des questions diverses. Laquelle de ces images n'est jamais apparue dans un PowerPoint du BDA? Trois pour les Martiens. Non, avant celui-là. Ok, et dans la réponse c'était la 3. Bravo les Martiens. Par rapport aux questions de Céline qui l'a dit juste avant, vous voulez vous poser une question par rapport à ça. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous avez réservé des places pour un concert ou pour un artiste qui, tout à coup, entre le moment où vous avez réservé la place et le moment où l'événement se déroule, tout à coup fait quelque chose de très controversé. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous maintenez l'événement? Est-ce que vous annulez cet événement? Là, ça y est, c'est fait. En fait, c'est un peu. Là, vous l'avez mis dans un point.
Tu dois juste faire un plan sur toi. Tu fais un gros plan sur John. C'est ouf, c'est ouf, ouais. C'est pas pour l'équipe, donc. Alors, clairement c'est une question assez compliquée, mais la première chose c'est pas au BDA de juger de ça. Nous tout ce qu'on peut faire c'est tout d'abord informer de la situation et laisser en premier lieu les gens choisir. Après c'est vrai que par exemple si on parle de mise en examen judiciaire, si on parle de s'il y a la justice qui est impliquée, alors là je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il faut être puisque effectivement là on parle de si la justice entre en compte avec la question de l'égalité, c'est extrêmement problématique. Si on parle de déclaration sans excuse, là peut-être laisser le choix aux personnes puisqu'on ne pourra pas forcément rembourser les tickets. Donc il y a effectivement une problématique malheureusement financière derrière. S'il y a des excuses, si la personne s'est excusée publiquement, peut-être que encore une fois c'est notre situation qui ça peut atténuer la situation, et si on peut juger de l'honnêteté de la personne, si la déclaration est à la droite, alors dans ce cas peut-être on peut garder l'événement. Après encore une fois, je pense que le plus important c'est s'il y a quelconque affaire avec la justice, dans ce cas-là c'est immédiat, une annulation immédiate de la part du BDA, évidemment c'est possible. Je voulais juste rajouter un truc, c'est pour moi le point le plus important c'est la communication. Que tel artiste a dit ça, ou si c'est avéré, et que du coup, peu importe ce qui se passe après, que les gens soient au courant de ce qui s'est passé. Et si t'avais pas un concert, sans savoir ce qu'il y a derrière et ce que les artistes. C'est vrai que c'est une question qui est assez compliquée parce que finalement ce qu'il y a derrière c'est est-ce qu'on va distinguer la personne en elle-même de l'artiste, et c'est une question qu'on peut être amené à se poser et c'est assez compliqué quand même. C'est vrai que je pense qu'il faut déjà faire la distinction. Est-ce que c'est vraiment des choses, est-ce que c'est simplement entre guillemets des rumeurs, est-ce qu'il y a vraiment une procédure judiciaire comme nous disait l'autre liste? Auquel cas, c'est sûr que le BDA a quand même une présence qui est malgré tout politique, donc on ne peut pas se permettre de soutenir des choses qui seraient juste pas acceptables. Et donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faudrait penser à simplement repenser l'événement. Et la question de est-ce qu'on le maintient ou pas, du coup, ça va aussi dépendre des élèves. Est-ce que eux ont envie de s'associer à ça ou non? Et je pense que dans la majorité des cas, il y aurait certainement un mouvement un petit peu simplement de refus de la part des élèves qui seraient informés. Et donc, est-ce qu'on maintiendrait l'événement ou non? Je pense que si c'est quelque chose, des allégations qui sont d'ampleur peut-être pour l'instant non fondées, on ne peut pas se permettre d'incriminer les gens comme ça. Et donc, dans ce cas-là, on verrait avec les élèves eux-mêmes s'il y en a suffisamment qui sont intéressés pour maintenir l'événement ou non. Et dans le cas où ce serait vraiment des allégations plutôt sérieuses et graves, je pense qu'on réfléchirait à annuler l'événement, quitte à perdre de l'argent. Laquelle de ces images n'est jamais apparue sur le Instagram du BDA? Allez, on va regarder.
dire si les joueurs installés. Ouais, là, il y a Ah non, mais c'est pas du tout, je me dis que aller dans le prison, dans le prison. Ah, mais les gens qui vont se faire ça. Allez, pour la France. Apparemment, c'est la 2. Et donc la première, je sais pas ce que c'est, mais Ça apparaît dans le fond du logo. Ok, la deuxième c'est dans le brainrot italien dédié à Archigoldo. Et la troisième c'est How many Montparnasse towers can we fit with two all humans pull at the same time? question suivante. À qui appartiennent ces souliers? Il y a un indice qui est en dessous des souliers. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une grosse photo de quelqu'un et ça fait partie de la réponse. C'est un membre du BDA. Lui de 24. Membre actuel du BDA. C'est une bonne réponse. Vous pouvez voir. Alors au milieu c'est Yvan avec le gros truc rouge. À droite je ne sais pas qui c'est. C'est bien ses souliers du coup que vous voyez. Donc on va passer à la cinquième partie qui est le Méli-Mélo. Qui a été mélangé dans cette image? Les deux vice-prés, tout à fait. Vous avez tous, c'était les trois rôles suivants. Ensuite, on nous manquait quelques personnes. Donc là, c'est pas des listes. C'est pas des théories. Ok. C'est effectivement ça. Alors, c'est pour Léo, ce qui est une autre proposition du côté des Martiens. Léo, tu peux sortir la bouche. Ouais, c'est Léo. C'est Timothée et Léo, bien joué. Ouais, il y en a trois à trouver. Les deux listes sont d'accord. C'était bien ça, bien joué. Arnaud et Nathan Julien. Bravo. Bon, c'est la fin d'un petit show. On espère que vous avez aimé, le public comme les listeux. Merci pour les réponses claires.